Un an après la disparition de Thierry Ardisson, Audrey Crespo-Mara revient sur une promesse qu'elle n'a jamais pu faire. Dans une chambre d'hôpital parisienne, l'homme en noir lui demandait de continuer à vivre, d'aimer encore, comme si leur histoire pouvait s'achever sans laisser de traces. Mais derrière cette ultime parole se cachent 13 années de maladie, de silence et de lutte. De Ménherbe à la Pitié-Salpêtrière, le dernier combat de Thierry révèle un homme bien différent de celui que la télévision croyait connaître. Bien avant les plateaux obscurs, les silences calculés et les questions capables de faire vaciller les invités les plus aguerris, Thierry Ardisson fut un enfant ballotté d'un lieu à l'autre. Le travail de son père imposait des déménagements successifs, des départs sans véritable adieu, des repères sans cesse reconstruits. À l'âge où l'on apprend normalement la stabilité, il découvre surtout la distance et l'impression de ne jamais appartenir complètement à un endroit. Le pensionnat catholique accentue ce sentiment d'enfermement. Thierry évoquera plus tard la tristesse de ces années, la rudesse des rapports humains, les humiliations et certaines formes de violence. Il y apprend qu'il faut observer avant de parler, comprendre les règles avant de les contourner et surtout ne jamais laisser les autres décider entièrement de l'image qu'ils auront de vous. Cette enfance ne résume pas toute sa personnalité, mais elle éclaire un trait devenu central, son besoin de contrôler l'espace autour de lui. Thierry ne veut pas seulement réussir, il veut fixer lui-même les conditions de sa réussite. Il refuse d'attendre qu'un producteur, un patron ou un rédacteur lui donne une place. Il préfère inventer la table, choisir les fauteuils, régler la lumière, imposer le ton et décider du moment où chacun devra se dévoiler. Avant la télévision, la publicité lui sert de premier laboratoire. Il y comprend la puissance d'une formule courte, d'un mot placé au bon instant, d'une idée capable de rester dans les mémoires. Il fonde sa propre structure, imagine des slogans et apprend à transformer une intuition en identité reconnaissable. Plus tard, cette expérience lui permettra de concevoir ses émissions comme des marques complètes. Chez Ardisson, rien n'est laissé au hasard. La musique, la pénombre, le montage, les temps morts et les regards vers la caméra participent à une mise en scène précise. Même son costume noir devient un langage. Ce n'est plus seulement un vêtement, mais une armure, un signe d'autorité, une frontière entre l'homme privé et le personnage public. Ce noir permanent rassure autant qu'il impressionne. Il donne l'illusion d'un homme solide, presque inaccessible. Derrière cette silhouette parfaitement maîtrisée, demeure pourtant l'enfant qui a connu l'instabilité et refuse désormais d'être surpris par le décor. Plus il contrôle ce que les autres voient, plus il protège ce qu'il redoute de montrer. Thierry devient ainsi celui qui place les autres dans l'inconfort, déplace les limites et révèle les failles. Pourtant, tandis qu'il construit sa carrière sur la maîtrise, son propre corps prépare une épreuve contre laquelle aucun slogan, aucun silence et aucune mise en scène ne pourront suffire. Lorsque Thierry Ardisson entre dans l'univers de la télévision, il ne se contente pas d'occuper un fauteuil face à ses invités. Il transforme l'entretien en dispositif dramatique. La lumière est basse, le rythme précis, les silences prolongés. Chaque question semble calme, mais elle peut faire basculer toute une conversation. Avec lunettes noires pour nuit blanche, tout le monde en parle. 93, Faubourg Saint-Honoré ou Salut les terriens, il impose une signature reconnaissable. Thierry n'est pas seulement animateur. Il pense le décor, la musique, l'ordre des séquences et la tension psychologique. Il devient auteur, producteur et metteur en scène de la parole des autres. Ses invités viennent promouvoir un film, défendre un livre ou contrôler leur image. Mais face à lui, cette maîtrise peut se fissurer. Ardisson sait revenir sur une blessure, poser la question que personne n'ose formuler. Certains admirent cette audace. D'autres y voient une violence dissimulée derrière l'élégance du costume noir. Laurent Baffy devient son complice le plus fidèle, le tireur embusqué, chargé de lancer la remarque qui déstabilise. À eux deux, ils installent une mécanique redoutable. Baffy attaque, Ardisson observe, relance et décide du moment où l'invité pourra respirer. Cette alchimie fait rire, fascine, mais provoque aussi des critiques, car son succès repose sur une frontière dangereuse.
Une question difficile peut révéler une vérité que le discours officiel cherche à cacher. Elle peut aussi transformer une fragilité intime en spectacle. On lui reproche des interrogations intrusives, une manière de pousser les invités vers l'humiliation, puis de présenter leur malaise comme un moment mémorable. Cette ambiguïté explique pourquoi son héritage reste impossible à résumer en une seule couleur. Pour les uns, il a libéré l'entretien télévisé de la promotion sans relief. Pour les autres, il a fait de la cruauté un divertissement. Même sa Légion d'honneur, reçue en avril 2024, ravive l'opposition entre reconnaissance artistique et condamnation morale. Son départ de C8 en 2019 ouvre une autre blessure. Thierry estime avoir été traité injustement et engage une longue bataille judiciaire. En octobre 2024, la chaîne est condamnée à lui verser 2,9 millions d'euros. La victoire arrive tard, alors que la maladie use déjà son corps depuis des années. Toute sa carrière repose sur la capacité à faire perdre aux autres leur équilibre. Derrière cette maîtrise se cache peut-être une peur plus ancienne, celle d'être lui-même placé en position de faiblesse. À l'écran, Thierry conserve souvent le dernier mot. Depuis 2012, une question demeure sans réponse. Combien de temps son corps lui laissera-t-il encore pouvoir diriger la scène? Lorsque Thierry Ardisson rencontre Audrey Crespo-Mara en 2009, deux univers se rapprochent sans se confondre. Lui a bâti sa renommée sur la provocation, les silences qui déstabilisent et les questions qui forcent à se dévoiler. Elle impose au contraire une présence calme, une écoute précise et une manière de conduire l'entretien sans écraser son interlocuteur. Leur mariage, célébré en 2014, ne crée pas seulement un couple médiatique. Il réunit aussi deux histoires familiales. Thierry est père de Manon, Ninon et Gaston. Audrey a deux fils, nés d'une précédente union. Peu à peu, 5 enfants apprennent à partager des habitudes, des fêtes, des absences, et un homme dont la personnalité occupe souvent tout l'espace. Audrey ne cherche pourtant jamais à devenir une version plus douce de son mari. Elle conserve son identité professionnelle. Thierry ne renonce pas à son goût du risque. Leur équilibre repose sur cette différence. Elle ne corrige pas tous ses excès, mais lui offre un lieu où il n'a plus besoin de jouer celui qui domine. Laurent Baffy dira plus tard qu'Audrey avait réussi à l'apaiser. À ses côtés, Thierry devient moins combatif, plus attentif, parfois vulnérable. L'homme qui répondait à l'émotion par une plaisanterie accepte de montrer sa tendresse. Ce changement se glisse dans les gestes quotidiens, les regards et la confiance. Avec ses enfants, la relation reste plus complexe. Thierry est un père exigeant, parfois distant, qui exprime difficilement ce qu'il ressent. Gaston a même pu l'appeler par son prénom plutôt que par le mot « père », comme si l'autorité et la célébrité avaient installé une barrière dans l'intimité. Cela ne signifie pas qu'il n'aimait pas ses enfants, mais qu'il ne savait pas toujours rendre cet amour visible. Une famille recomposée ne naît pas en un jour. Elle se construit peu à peu, avec des places à respecter et des liens qui ne remplacent personne. Audrey ne devient pas la mère de Manon, Ninon et Gaston. Elle devient une présence stable, une femme qui accompagne leur père et qui restera proche d'eux après sa disparition. À la télévision, Thierry utilisait le silence pour pousser ses invités à parler. À la maison, ce même silence pouvait laisser ses proches dans l'incertitude. Il devinait derrière l'ironie une affection réelle, mais rarement formulée. Audrey fut peut-être la première à lui offrir un espace où la faiblesse ne signifiait pas perdre. Pendant que cette famille cherchait son équilibre, une menace restait cachée. Après les traitements, Thierry rentrait épuisé, puis remettait son costume noir avant de revenir devant les caméras. Le public voyait le maître du jeu. Audrey savait déjà que derrière l'armure, le temps avait commencé à se refermer. En 2012, Thierry Ardisson apprend qu'il est atteint d'un cancer du foie. La maladie s'est développée sur une cirrhose liée à une hépatite C contractée autour de la trentaine. Audrey Crespo-Mara insistera plus tard sur ce point afin de mettre fin aux suppositions attribuant directement son état à l'alcool. Derrière la rumeur, il existait une cause médicale précise et ancienne. Thierry choisit pourtant le silence. Pendant 13 ans,
Il continue de tourner, de produire et d'apparaître dans son costume noir, comme si rien ne pouvait atteindre sa silhouette. Le public voit un homme tranchant, toujours prêt à relancer. Audrey, elle, voit le patient qui rentre vidé par les traitements, le visage marqué, puis se relève pour reprendre sa place devant les caméras. Ce secret tient autant à sa pudeur qu'à son orgueil. L'homme en noir s'est construit sur la maîtrise, la liberté et le refus de dépendre du regard des autres. Il ne veut pas être réduit à un diagnostic ni devenir un objet de compassion. Il souhaite que l'on parle de ses idées et de ses émissions, pas de la fatigue qui gagne ses journées. Garder la maladie privée était son droit, mais ce choix enfermait aussi Audrey dans une solitude particulière. Journaliste, elle savait que la vérité finit par réclamer sa place. Épouse, elle respectait la décision de Thierry et protégeait son silence, même lorsqu'elle assistait seule à l'affaiblissement de ses forces. Chez les personnalités publiques, la maladie transforme parfois chaque geste en adieu annoncé. Une apparition devient peut-être la dernière. Une phrase est interprétée comme un testament, un sourire comme une preuve de courage. Thierry refusait ce regard. Il craignait moins d'être malade que d'être observé uniquement à travers sa maladie. Il y avait aussi la peur de perdre son autonomie. Toute sa vie, il avait choisi le rythme, les mots, les invités et les limites. Désormais, son corps imposait des rendez-vous, des traitements et des périodes d'épuisement. Continuer à travailler était une passion, mais peut-être aussi une façon de repousser l'instant où il devrait reconnaître que certaines décisions ne lui appartenaient plus. En 2024, il obtient réparation dans son conflit avec C8 et reçoit la Légion d'honneur. Aux yeux du public, il retrouve une victoire. Dans l'intimité pourtant, la maladie progresse déjà. Les succès arrivent au moment où son organisme devient plus fragile. Après 13 années de combats cachés, Thierry laisse entrevoir une autre vérité. Dans ses paroles sur la mort, dans son livre, et bientôt dans le documentaire d'Audrey, le personnage cède peu à peu la place à l'homme. Comme s'il comprenait enfin que le costume noir pouvait protéger son image, mais pas retenir le temps. Au début de l'année 2025, Thierry Ardisson continue de vivre comme si l'avenir lui appartenait. Il publie L'homme en noir, accorde des entretiens et parle de la mort avec une franchise provocatrice. Il veut être retenu comme un homme d'idées, non comme une silhouette définie par la maladie. Pourtant, le temps commence à se rétrécir. La mort occupait depuis longtemps une place étrange dans son imaginaire. Dès 2005, il avait imaginé sa propre disparition à cause d'un cancer. 20 ans plus tard, il met en scène une sorte de jugement final dans son livre et choisit les musiques de ses funérailles. En transformant l'inconnu en scénario, Thierry tente de conserver la maîtrise. Dans le même temps, Audrey Crespo-Mara achève La face cachée de l'homme en noir. Elle ne prépare pas une œuvre posthume. Elle veut montrer l'homme sensible, inquiet, tendre, parfois bouleversé, que le public ne voyait presque jamais. Celui qui avait interrogé tant de célébrités accepte enfin de devenir le sujet de sa propre vérité. Des rumeurs diront plus tard qu'Audrey savait la fin imminente. Elle démentira cette version. Le documentaire n'avait pas été conçu comme un adieu programmé. Thierry travaillait encore, faisait des projets et parlait du futur. Personne n'imaginait que son état se dégraderait aussi brutalement au début de l'été. Filmer son mari place Audrey dans une situation douloureuse. La journaliste comprend la valeur de ces images. L'époux sait qu'une caméra peut franchir une frontière intime. Chaque séquence devient un choix entre témoigner et protéger. Elle ne veut pas transformer la souffrance de Thierry en spectacle, seulement préserver sa voix, ses regards et ce qu'il avait si longtemps caché. Au début du mois de juin, le couple rejoint une maison récemment achetée à Ménherbe, en Provence. Ce lieu devait ouvrir un chapitre plus calme, fait de lumière, de nature et de journées libérées du rythme parisien. Thierry, très fatigué par les traitements, confie qu'il espère avoir le temps d'en profiter. Audrey lui répond avec une certitude instinctive. Bien sûr qu'ils auront du temps. Elle ne peut pas accepter que cette maison, choisie pour l'avenir, devienne déjà le décor de leurs derniers souvenirs. Les pièces sont neuves, les projets nombreux, les habitudes à inventer. Puis tout s'accélère. Les protocoles cessent d'agir. L'immunothérapie,
sur laquelle reposaient encore de grands espoirs, ne parvient pas à inverser la maladie. En quelques semaines, le futur s'effondre. Le 8 juillet 2025, Thierry quitte Ménherbe en ambulance pour rejoindre Paris. La maison où il rêvait de vieillir reste derrière lui, silencieuse. Pour la première fois, l'homme qui voulait écrire lui-même la suite comprend que le dernier chapitre lui échappe. À son arrivée à la Pitié-Salpêtrière, Thierry Ardisson comprend que le temps ne se mesure plus en mois ni en semaines. Les médecins parlent de jours. Manon, Ninon et Gaston sont appelés, ainsi que les fils d'Audrey. Autour du lit, les 5 enfants d'une famille recomposée se retrouvent sans distinction entre les liens du sang et ceux construits par les années. Thierry aurait pu choisir un établissement privé et coûteux. Il préfère hôpital public, où il souhaite être traité comme n'importe quel patient. Il fait confiance aux équipes de la Pitié-Salpêtrière et accepte que certaines images témoignent de leur travail. Il veut ainsi rendre hommage à ceux qui l'accompagnent. La douleur augmente, mais la perte d'autonomie lui est plus difficile encore. L'homme qui réglait chaque détail d'un plateau doit demander de l'aide pour les gestes les plus simples. Audrey le lave, le soutient, l'aide à se déplacer. Thierry lui en est reconnaissant, mais cette dépendance le blesse. Il craint que, dans les yeux de son épouse, le mari disparaisse derrière le malade. Audrey comprend que ces moments d'irritation ne sont pas dirigés contre elle. Ils viennent de la peur d'être dépossédée de son corps, de son intimité et de son pouvoir de décision. Elle reste, écoute et protège ce qui peut l'être. Durant ces dernières semaines, elle se couche près de lui sur le lit d'hôpital. Elle refuse de s'éloigner, de peur que Thierry parte dans un instant de solitude. Leur proximité efface tout ce que le personnage public avait construit comme distance. Il ne reste plus un animateur et une journaliste, mais 2 êtres qui savent que chaque geste peut être le dernier. La présence des enfants ouvre un espace vrai. Les anciennes tensions ne disparaissent pas, mais la faiblesse de Thierry permet à chacun de voir l'affection qu'il exprimait si mal. Les regards, les mains serrées, les silences remplacent les mots que la famille n'avait jamais su prononcer. Lorsque son corps cesse de répondre au traitement, Thierry refuse les interventions extrêmes destinées seulement à prolonger l'agonie. Avec l'accord de la famille et de l'équipe médicale, une sédation profonde est mise en place pour réduire la souffrance. Ce choix lui permet de conserver une dernière forme de liberté. Un prêtre vient le voir. Thierry garde son humour et affirme avoir trouvé quelque chose de plus fort que la foi, l'amour de sa femme. Le prêtre sourit et répond que la foi et l'amour appartiennent peut-être à la même vérité. Après une vie consacrée aux questions, Thierry ne cherche plus à avoir raison. Sa seule certitude est Audrey, près de lui, sa main dans la sienne. C'est alors qu'il prépare les mots qui vont la bouleverser davantage que l'annonce de sa propre fin. Dans les dernières heures, Thierry serre la main d'Audrey et lui demande d'être heureuse, d'aimer encore, de recommencer sa vie. Ce sont les mots d'un homme qui tente de libérer celle qu'il aime de la culpabilité qu'elle pourrait ressentir un jour en avançant sans lui. Audrey éclate en sanglots, mais refuse de promettre. Elle pourrait lui dire ce qu'il souhaite entendre. Pourtant, cette promesse serait fausse. Une existence partagée avec une telle intensité ne se recommence pas comme si le passé pouvait être effacé. Elle pourra continuer, peut-être sourire à nouveau, mais elle portera Thierry dans ce qui viendra. Son refus ne signifie pas qu'elle se condamne à la solitude. Dans cette chambre, elle ne peut pas transformer son avenir en contrat. Elle ne veut ni mentir pour l'apaiser, ni réduire leur histoire à un chapitre fermé. L'amour qu'il lui demande de dépasser est précisément celui qui l'empêche de prononcer ces mots. Le 14 juillet 2025, Thierry Ardisson meurt à Paris, à 76 ans, entouré de ses proches. Audrey dira qu'il est parti avec courage, liberté et le désir de rester digne jusqu'au bout. 2 jours plus tard, la face cachée de l'homme en noir est diffusée. Le public découvre l'homme affaibli, écoutant les médecins annoncer la reprise du cancer, devenu personnage de sa propre histoire. Le film devient la lettre d'amour d'une épouse qui a voulu préserver sa voix avant qu'elle ne disparaisse. Les funérailles ont lieu le 17 juillet à l'église Saint-Roch à Paris. Les invités portent du noir à la demande de Thierry. Il est ensuite inhumé à Ménherbe
cette terre où il espérait vieillir et qui devient son dernier refuge. Le 25 juillet, 11 jours après sa mort, Audrey reprend la présentation du journal de 20 heures sur TF1. Vêtue de noir, elle remercie les téléspectateurs, puis poursuit son travail avec une maîtrise remarquable. Cela ne prouve pas que la douleur s'est apaisée. Le travail devient un appui capable de retenir quelques heures un monde intérieur effondré. En février 2026, Béatrice Ardisson, mère de Manon, Ninon et Gaston, meurt à son tour d'un cancer. En quelques mois, les 3 enfants perdent leurs 2 parents. Puis, le 4 juin, Gaston épouse Ximena Aguilar. Audrey est présente. Sa place montre que les liens construits autour de Thierry ne disparaissent pas avec lui. À l'approche du premier anniversaire, la famille retourne à Ménherbe. La maison que Thierry n'a presque pas connue devient un lieu de mémoire commune. Audrey révèle enfin la promesse qu'elle n'a pas pu faire. Ce n'est pas le secret spectaculaire d'une veuve célèbre, mais la vérité de 2 êtres qui se sont aimés au point que l'un voulait libérer l'autre et que l'autre ne pouvait promettre d'oublier. À Ménherbe, la maison que Thierry Ardisson n'a presque pas eu le temps d'habiter continue pourtant de réunir ceux qui l'aimaient. Son héritage ne tient pas seulement à ses questions incisives ou à son costume noir, mais à cette part fragile qu'Audrey a révélée lorsque le personnage ne pouvait plus se cacher. Elle n'a pas promis de refaire sa vie, parce qu'un amour pareil ne s'efface pas. Il se transforme et accompagne chaque pas de ceux qui restent, comme une présence que ni le temps ni l'absence ne peuvent abolir.